Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, alors je m'appelle Philippe Haïm, je suis psychiatre, je travaille à Paris, je fais aussi beaucoup de formations pour les professionnels et je me déplace dans toute la France. Je m'occupe aussi quand j'ai le temps d'une petite chaîne YouTube qui s'appelle Comme Psy, et puis j'ai écrit quelques livres notamment sur les sujets qui m'intéressent, pour lesquels ça m'intéresse d'aider les autres à aller mieux, et notamment sur le harcèlement scolaire. C'est quoi le harcèlement? Alors le harcèlement, vous trouverez plein de définitions. Moi, ma définition, c'est que le harcèlement, ce sont des attaques petites, répétitives et blessantes. Alors petites, parce qu'en général, si vous entrez dans des attaques très grandes, par exemple blesser quelqu'un avec un couteau ou avec une arme, etc., on n'est plus dans le domaine du harcèlement, on est dans le domaine des coups et blessures. Il y a d'autres types de délits qui rentrent pas dans le domaine du harcèlement. Dans le harcèlement, les attaques nous semblent petites, parce qu'elles sont souvent verbales, c'est des insultes, des injures, des humiliations, etc. Pourtant, la souffrance de la personne est très grande. Mais l'attaque nous semble petite, elle est répétitive, c'est-à-dire ça n'arrive pas qu'une fois. Une fois, ça peut être une agression, une dispute, un conflit. Le problème du harcèlement, c'est quand il est répétitif et qu'il recommence tous les jours, pendant un certain temps. Et puis blessante, évidemment, c'est le cœur du problème, puisque les gens qui sont victimes de harcèlement vont mal. Donc le harcèlement, ce sont des attaques petites, répétitives et blessantes. Que ressentent les victimes? L'émotion, le sentiment qui prédomine chez quelqu'un qui est harcelé, c'est un sentiment d'impuissance. La personne ne sait pas quoi faire. Souvent, elle a essayé des choses, elle a essayé de réagir de différentes manières, et elle ne sait pas quoi faire. En général, les réactions qu'on peut avoir quand quelqu'un nous harcèle, nous embête à répétition sans trop qu'on sache pourquoi, ça peut être par exemple de lui demander d'arrêter, voire de le supplier d'arrêter. Mais ça marche pas toujours. D'essayer de l'ignorer, de lui faire la tête, comme si on n'avait pas entendu. Mais ça marche pas toujours. Parfois on a envie de contre-attaquer, de contre-insulter, de s'énerver. Mais des fois ça peut augmenter le conflit. La tentation aussi, puisqu'on se sent très impuissant, c'est d'aller dénoncer, en parler pour que la personne soit punie. Alors parfois ça va aider la situation, mais parfois on a peur que la personne réagisse mal, et puis parce qu'il a l'impression qu'on l'a balancé, qu'on l'a fait punir, alors qu'il s'en prenne à nous encore plus fort. Parfois on essaye tout simplement de l'éviter, de partir. Et en fait toutes ces réactions-là, en fait, elles marchent parfois, mais souvent elles marchent pas et elles amplifient le problème. Et comme on ne sait pas quoi faire d'autre, on se sent extrêmement impuissant, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui vous a conduit à développer le jeu de l'idiot? Alors ce qui m'a conduit à développer une autre méthode, c'est ça déjà, c'est l'impuissance des victimes, le fait que je recevais des personnes qui me disaient je ne sais plus quoi faire, et puis ce qui m'a conduit à développer cette méthode, c'est de m'apercevoir que beaucoup de méthodes qu'on conseillait marchaient pas toujours, et il manquait quelque chose pour aider vraiment les enfants, les ados, les jeunes, les élèves qui sont dans la cour d'école, les aider à savoir faire face, les aider à s'en sortir, à se sortir de cette relation-là, sans avoir à faire appel à des méthodes qui marchent pas toujours, à des méthodes qui les inquiètent, à des méthodes qui pourraient aggraver le conflit. Donc moi, ce qui m'a poussé à développer le jeu de l'idiot, c'est vraiment d'essayer d'aider les personnes qui souffrent à ne plus souffrir, à s'en sortir et à faire en sorte que les gens arrêtent de les embêter. En quoi votre méthode est-elle différente? Alors cette méthode, elle est différente parce que, par exemple, dans le jeu de l'idiot, l'intervention de l'adulte, ça va pas être de résoudre le problème à la place de l'enfant. Ça va être de lui apprendre comment faire pour résoudre le problème par lui-même. Parce qu'en fait, si jamais quelqu'un résout le problème à notre place, si jamais quelqu'un agit parce qu'on ne peut plus agir, eh bien il y a des personnes qui vont se dire bah tiens, celui-là vraiment il sait pas faire face tout seul en fait. Et donc moi ce que je voulais, c'est que on puisse apprendre aux gens qui sont concernés à savoir faire face et à calmer les conflits, sans que ce soit quelqu'un d'autre qui règle le problème à leur place, sans non plus leur apprendre à devenir agressifs à leur tour et leur dire de contre-attaquer et de devenir méchants, parce que ça marche pas forcément, ça peut même aggraver les conflits. Donc en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on va apprendre des capacités, des compétences à l'élève, à l'ado, pour calmer le jeu, pour calmer la situation de harcèlement, et que ça s'arrête, et pour qu'il soit moins impacté et moins affecté. En quoi cela consiste concrètement? Concrètement, le jeu de l'idiot, ça consiste à apprendre à travers un jeu de rôle. Il faut s'entraîner. En fait, on va s'entraîner, alors avec un adulte ou avec quelqu'un qui est formé, qui sait faire, on va s'entraîner à faire différents types de réponses. Donc on va jouer le rôle de l'agresseur, de l'agressé, et on va apprendre ensemble à répondre différemment. Donc pas des réponses qui contre-attaquent, pas des réponses qui se cachent derrière un adulte qui va agir à notre place, des réponses qu'on va s'approprier pour apaiser la situation. En fait, on va chercher les réponses les plus appropriées pour apaiser la situation. Et
il y a des réponses qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Il y a des réponses qui sont simples, qui sont pratiques, qui sont faciles, et qui permettent de calmer le jeu et qui permettent de calmer la situation. Un exemple ? Par exemple, il y a des types de réponses qui vont un petit peu à contre-courant de ce qu'on s'imagine. Souvent, quand quelqu'un dit du mal de nous, il va dire qu'on est nul, qu'on est bête, qu'on est moche, et des fois avec des mots bien plus méchants que ça. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est dire « mais arrête, enfin t'as pas le droit, t'as vraiment pas le droit de me dire ça ». Et ça, c'est exactement la réponse qu'il attend, parce qu'il voit qu'il nous a affectés, et donc il va recommencer. Ah bon, bah tu penses que j'ai pas le droit, et si je recommence, alors qu'est-ce qui va se passer ? Tandis que, imaginons qu'on lui ferait une réponse inverse, que s'il nous dit, bah de toute façon t'es moche, et qu'on lui réponde, ah bon tu trouves ? Ah oui, tu trouves que je suis moche ? Ah d'accord, et t'aimes pas mes vêtements, c'est ça ? Ah d'accord, tu trouves que je suis mal habillé ? Ah c'est marrant, j'aime bien ma chemise, et toi t'aimes pas ? Ok, d'accord, non mais si t'aimes pas t'as le droit. Vous voyez, cette réponse-là, alors je dis pas que c'est juste ça, c'est un petit peu plus élaboré que ça, parfois c'est un petit peu plus compliqué, ça s'apprend, mais en gros c'est de fournir des réponses qui aident à déstabiliser un petit peu la situation pour qu'elle redescende, pour qu'elle se calme, que la situation se prenne moins au sérieux et qu'elle redescende, en s'adaptant aux différents types de situations. Donc on va s'adapter par exemple aux agressions où la personne cherche à nous dominer, on va s'adapter aux agressions où la personne cherche plutôt à nous moquer, on va s'adapter aux situations où la personne cherche à nous ridiculiser, ou plutôt à faire courir des rumeurs sur nous, ou plutôt à nous exclure du groupe. Il y a des manières de s'adapter à chaque réponse qui permettent de calmer vraiment la situation, ou bien si ça se passe en ligne avec le cyberharcèlement. Au fait, le cyberharcèlement, pourquoi ça augmente ? Pourquoi le cyberharcèlement augmente ? Eh bien justement, si on n'utilise que des méthodes dans lesquelles on va utiliser la dénonciation et la punition, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est ce qu'on a utilisé pendant très longtemps, on n'a utilisé que ça. Si on dénonce à un adulte pour que l'adulte aille punir, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, ça va donner à l'agresseur des envies de se venger, et puis l'agresseur, il va se dire « Oula, je risque de me faire choper, donc je vais aller dans un endroit où on va jamais me choper. » Et où est-ce qu'on va jamais me choper ? Chez moi, derrière mon écran, en anonyme, et puis du coup ça augmente. Donc le cyberharcèlement il augmente évidemment parce qu'on utilise de plus en plus Internet, mais ça c'est plutôt globalement quelque chose d'intéressant et qui peut être très utile aux élèves. Ça peut être très utile de communiquer sur les devoirs avec des groupes, ça peut être très utile de découvrir le monde avec Internet pour faire des recherches, ça peut être très utile de rester en lien avec les autres et d'apprendre plein de choses avec tout un tas d'applications sur Internet, mais également ça permet aux gens de communiquer de loin, sans surveillance, sans aucun risque, et du coup ça fait augmenter le cyberharcèlement parce qu'ils se disent « Ouh là là, mais le mécanisme est le même ». L'agressivité est la même qu'on soit en ligne, c'est-à-dire avec des écrits, des photos, des vidéos, ou qu'on soit en réel avec des paroles, le mécanisme de l'agression est le même, et il s'agit de le calmer, de l'apaiser, et de pas faire des méthodes qui vont au contraire aggraver le problème et même augmenter le cyberharcèlement. À qui s'adresse la méthode ? Tous les âges ? Alors cette méthode, elle s'adresse à tous les âges. Je dirais que les âges où on comprend le mieux la méthode, c'est à partir de 8-9 ans. On peut le faire encore avant en primaire, voire en maternelle, mais il faut beaucoup plus d'aide de l'adulte, et on peut le faire évidemment jusque très tard, jusqu'au collège, jusqu'au lycée. C'est même une méthode que moi j'apprends à des adultes, je joue au jeu de l'idiot avec des adultes des fois pour leur apprendre à se défendre du harcèlement qu'ils peuvent avoir dans le travail, dans les familles, etc. etc. Et donc oui, évidemment, c'est une méthode qu'on peut s'approprier à tous les âges, puisque celui qui est formé au jeu de l'idiot, il doit s'adapter aussi à l'âge de la personne pour lui faire jouer le jeu et lui apprendre. La méthode aide-t-elle les victimes à reprendre confiance en elles ? Des gens qui m'agressent, il y en aura dans la vie. Demandez à vos parents, demandez à n'importe qui, tous les adultes vous le diront, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui nous parle pas gentiment. Faut apprendre à savoir faire face. Pas demander à d'autres de faire à notre place, mais de nous apprendre à faire. Pas devenir des agresseurs à notre tour, sinon on va faire qu'augmenter les conflits, mais apprendre à calmer les situations d'agressivité. C'est une connaissance hyper importante qui sert pour toute la vie, et c'est vrai que quand on l'a, on a beaucoup plus confiance en soi. Imaginez que vous n'auriez absolument pas peur, imaginez que vous ne seriez pas affecté, pas blessé par les mots des autres. Comment vous vous sentiriez ? Vous auriez confiance en vous. C'est ça que permet le jeu de l'idiot. Ça permet d'avoir vraiment confiance en soi et de retrouver de la force. Et de plus avoir à souffrir de tous les mots et les moqueries et les petites méchancetés des autres. Avez-vous des exemples où la méthode a marché ? Des exemples, j'en ai plein, parce que il y a des centaines, aujourd'hui, il y a à peu près 500 professionnels qui sont formés à ça, qui m'ont raconté des tas d'histoires, plus les histoires que j'ai vues moi-même dans mes consultations, donc des exemples
J'en ai plein. Bah tiens, on parlait de cyberharcèlement. Il y avait cette jeune fille qui se faisait tout le temps harceler sur sa photo de profil. Et tout le temps, on lui disait, non mais t'as vu ta gueule sur ta nouvelle photo de profil, mais t'as pas honte quoi, mais franchement, mais on dirait une truie, mais enlève-moi cette photo. Et en fait, elle était embêtée parce que quand elle disait, mais laissez-moi tranquille, elle est très bien ma photo, bah tout le monde rigolait. Et ou alors, quand elle disait, ok, allez, arrêtez, c'est bon, ça va, je vais la changer. Et bien évidemment, du coup, ça donnait raison à ses agresseurs. Et puis un jour, on a travaillé le jeu de l'idiot, et puis le lendemain, sa harceleuse lui a dit, ah, mais c'est quoi cette nouvelle photo de profil, mais t'as vu comme t'es moche dessus, mais t'es horrible. Et en fait, elle a regardé son téléphone, elle a dit, ah mince, je l'ai pas bien réussi encore, mais comment tu fais toi pour avoir une super photo de profil? Enfin franchement, je sais pas, tu utilises un filtre ou... Et l'autre l'a regardé d'un air de pas comprendre, en lui disant, bah non, moi je suis en mode no filter en fait. Waouh, super photo, hein. Et l'autre était tellement déstabilisée qu'elle a plus rien osé lui dire en fait, parce que ça n'avait plus aucun sens en fait. Parfois le jeu de l'idiot c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en apprenant à rire, en apprenant à rire de soi, en apprenant à faire des blagues, et c'est ça qui déstabilise. Si on fait une moquerie sur vous et que vous êtes super vexé, c'est pas pareil que si on fait une moquerie sur vous et que finalement vous en rigolez parce que vous prenez ça à bon esprit. Il y avait une jeune fille qu'on moquait parce qu'elle avait les cheveux courts, et donc les gens lui disaient, ah mais alors t'es une fille ou un garçon, on sait jamais si t'es une fille ou un garçon. Et puis un beau jour elle s'est retournée vers eux, elle leur a dit mais non, enfin, moi je suis un bateau. Et en fait, ça a fait rire tout le monde, et tout le monde l'a trouvée sympa et marrante parce que finalement, elle savait rire d'elle-même. Mais il y a aussi des fois des situations très difficiles. Il y avait ce garçon qui se faisait moquer parce qu'il était arrivé un gros malheur dans sa famille, et il y avait des gens qui trouvaient ça drôle, quoi, et qui se moquaient de lui à cause de ça. Et ils disaient, mais c'est de ta faute, hein, quand ils ont vu ta tête, c'est ce qui leur est arrivé, et puis du coup, c'est pour ça que l'autre il est mort. Enfin, c'était vraiment une moquerie horrible. Et finalement, il s'est retourné vers eux, il leur a dit, mais hé les gars, mais si vous voulez penser ça, vous avez qu'à penser ça en fait. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si, moi, je sais que c'est pas vrai, mais si vous avez envie de penser que c'est vrai, en fait, vous pensez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème pour moi. Parfois, le jeu de l'idiot, c'est aussi prendre à l'envers ce qui est en train de se dire, l'accepter pour pouvoir que ça nous affecte plus. Je me rappelle d'un garçon qui était très moqué dans son club de sport, et les gens se moquaient de lui parce que il disait ah mais nous on a des super fringues avec des marques, on a des jogging avec telle marque, et toi t'es un pauvre, t'as pas de marque, et puis t'as des chaussures pourries. Et les premiers temps il disait non mais ça va les gars, arrêtez, c'est pas de ma faute, puis de toute façon faut pas se moquer comme ça, venez on a qu'à aller jouer au foot et on va voir qui c'est qui joue le mieux. Et puis évidemment tout le monde se moquait de lui. Puis finalement, en ayant appris le jeu de l'idiot, quand quelqu'un lui a dit ah mais vas-y, t'as encore des vêtements de pouilleux, ta mère elle est pauvre, et il lui a dit mais c'est vrai que ma mère elle est plus pauvre que la tienne. Oui c'est vrai, c'est vrai, je pourrais pas acheter les mêmes vêtements que toi. Et puis l'autre savait plus quoi lui dire, en fait, vous voyez, il lui a pas, il s'est pas rabaissé, il l'a pas non plus contre-attaqué, il lui a juste dit ouais c'est vrai, mon vêtement il a pas la même marque que le tien, moi je l'aime bien, ça me va quand même, j'arrive à jouer avec, mais si tu trouves que c'est pas terrible, ben ok d'accord. Des fois, c'est simple, voilà, je vous ai donné des exemples un petit peu simples comme ça pour vous aider à comprendre les bases, mais de toute façon, ce qu'il faut, et c'est très important, il faut l'apprendre en s'adaptant à la situation dans laquelle on est, et il faut l'apprendre avec quelqu'un qui est formé, et là on s'en sort. Mais je vous assure que j'ai des centaines d'exemples de situations plus folles les unes que les autres, et où les gens s'en sont sortis de façon épatante, et ils vont beaucoup mieux, et puis surtout ils sont prêts si jamais ça pouvait arriver à nouveau. Pour finir, en une phrase, un message aux jeunes qui sont face au harcèlement. En une phrase, bah tiens regarde, juste derrière moi, j'ai même pas fait exprès, mais il y a cette petite carte sur ma bibliothèque, tu vois, il y a rien qui est impossible, rien n'est impossible, on peut s'en sortir. Quand on est dans une situation de harcèlement, on croit que tout est foutu, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est pas possible. Ben si c'est possible, si on apprend, c'est possible, et il y a aujourd'hui des centaines d'enfants qui peuvent témoigner du fait que c'est possible de s'en sortir. Donc, ne vous découragez pas, ne renoncez jamais, trouvez de l'aide, vous pouvez vous en sortir, c'est toujours possible, et vous pouvez le faire grâce à vous-même, vous pouvez apprendre à devenir plus fort. Merci au Codiel, à Laetitia Peter-Schmidt pour son accompagnement, et au Dr Haim de nous avoir répondu.